et à tous, bienvenue à ce direct live de l'orientation. Pour ceux qui nous regardent derrière leur écran, je précise que nous sommes actuellement au sein du lycée polyvalent Irène et Frédéric Joliot-Curie de Sète. Je tiens à remercier le proviseur Arnaud Combé ainsi que la vice-proviseure Anne-Claire Antifon de nous avoir ouvert les portes de leur établissement, ainsi qu'aux élèves des filières SCMG et des options droit et grands enjeux du monde contemporain pour leur présence parmi nous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux études de droit et de sciences politiques à l'Université de Montpellier. Vous faites peut-être partie de ceux qui ont déjà commencé à s'interroger sur leur choix d'orientation dans le supérieur. Eh bien, sachez que le droit et la science politique figurent en tête des formations les plus demandées par les bacheliers sur Parcoursup. En 2025, ce sont près de 360 000 candidats qui ont déposé des vœux pour intégrer une licence, une popularité qui s'explique par la variété de métiers et de débouchés que l'on peut exercer avec un tel diplôme en poche, puisque le droit et les sciences politiques ne se limitent pas à la profession d'avocat, de juge ou de notaire, droit du sport, droit de l'environnement, droit des affaires, droit humanitaire. Les branches et les thématiques sont multiples ou répertorient d'ailleurs plus de 200 métiers rien que dans le droit public, mais ce sont des voies qui peuvent aussi conduire vers le journalisme, vers le marketing ou encore vers la politique. En somme, des filières pourvoyeuses d'emploi qui ouvrent de nombreuses perspectives pour les étudiants qui n'ont pas encore de vocation précise. Mais attention, ces formations d'excellence nécessitent rigueur, constance et méthodologie, souvent décrites comme difficiles et sélectives. Vous verrez que même si les études de droit et de sciences politiques sont exigeantes, elles ne sont pas nécessairement réservées à l'élite. Alors finalement, à qui ces études sont-elles destinées? Quels sont les atouts que l'on doit posséder pour s'orienter sur cette voie? Au cours de cet échange, nous tenterons de vous donner un maximum d'informations pour vous permettre de savoir si ce type de formation peut vous correspondre. Et pour nous éclairer, je suis en compagnie de plusieurs personnalités. À ma gauche, Katagena Blé-Grabarcy, qui est un pur produit de l'Université de Montpellier, où elle a suivi tout son cycle. Elle est aujourd'hui vice-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de Montpellier. À ses côtés, Alexandre Dezé, qui est professeur de sciences politiques, responsable de la licence à l'Université de Montpellier. En plateau également, nous avons deux étudiantes ambassadrices. Fanny Cornet, qui a 19 ans, elle a obtenu un bac avec la mention bien, un bac général spécialité HLP et sciences économiques. Elle est actuellement en troisième année de licence de droit privé puisqu'elle souhaite devenir avocate spécialisée en droit du travail. Parmi nous également, Lola Chavernac, qui a 22 ans. Elle a obtenu un bac général AGGSP SES avec la mention très bien. Avant d'intégrer une licence de sciences politiques, elle est actuellement donc étudiante en Master 2 politique et action publique comparée, avec l'objectif de travailler dans la recherche et de devenir docteur dans le domaine notamment des politiques agro-environnementales. Toutes les deux sont également tutrices. On verra tout à l'heure justement à quoi sert cette fonction au sein de l'université. Dans tous les cas, bienvenue à tous les quatre et merci d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Alors l'objectif, c'est de vous donner des informations vraiment pratiques, mais ce n'est pas pour autant une conférence figée, puisque vous pourrez interagir avec nous et poser vos questions. Un micro va circuler, celui-ci en l'occurrence. Donc, si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à me faire un signe pour vous qui êtes présents dans la salle. Même démarche pour ceux qui sont en ligne, mais cette fois-ci via le chat. Je le disais rapidement en introduction, les licences de droit et de sciences politiques sont très plébiscitées. Institution de référence, l'Université de Montpellier se classe d'ailleurs parmi les meilleures de France, avec une 6e place sur 68 universités qui sont répertoriées, ce qui confirme notamment son excellence académique, puisqu'elle forme aussi bien les meilleurs juristes que les futurs talents des métiers qui sont liés aux sciences politiques, des formations qui conjuguent agilité mentale et compétences techniques, puisqu'il faut non seulement faire preuve de logique, de curiosité, mais aussi être capable de raisonner et d'analyser quand on se lance dans ce type d'études. Durant le cycle, les étudiants vont devoir se familiariser notamment avec le vocabulaire juridique, faire énormément de dissertations, de commentaires d'arrêt ou d'études de cas. Alors justement, on va prendre le temps de dissocier ces deux formations puisque les objectifs et les modalités de sélection ne sont pas les mêmes en droit et en sciences politiques. En droit, par exemple, chaque année, vous recevez environ 8600 candidatures sur Parcoursup pour seulement 1000 places. Concrètement, à qui s'adressent ces formations, puisque vous acceptez différents types de profils, aussi bien des littéraires, des scientifiques que finalement des bacs technologiques. Mais est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'on doit notamment posséder un bon, voire un très bon niveau de français?
que ce soit sur le plan de l'élocution, de la syntaxe, pour intégrer une licence de droit. Katagena, je vous laisse nous donner les précisions. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, concernant les profils types d'un étudiant en droit, en fait, il y en a pas. On va commencer par là. Alors, les études de droit s'adressent principalement à des élèves qui sont dans la filière générale et également à des élèves qui sont dans la filière STMG, qui effectivement a déjà un tout petit peu du droit dans son parcours. Alors, nous procédons toujours par élimination, c'est-à-dire à l'élimination de spécialités qui ne vous aideront pas dans vos études de droit, mais ce sont des études précisément très variées. Donc, que vous ayez pris les spécialités scientifiques, les mathématiciens ont un raisonnement logique et mathématique, le droit est une matière qui apporte beaucoup de la logique mathématique dans son raisonnement. Vous aurez pas de difficulté, vous ne serez pas étonné, je pense, par ces raisonnements. Ceux qui choisissent les spécialités SES, AGGSP, HLP, LCE, vous allez avoir plus d'aisance peut-être à l'écrit. Vous avez étudié des notions qui vous permettront peut-être aussi être un peu à l'aise dans certaines matières en L, en droit, quand vous y arriverez. Et pour les étudiants, enfin les élèves qui sortent des filières STMG, on a un parcours particulier qui s'appelle Élan, qui vise à les accompagner tout au long de la licence et pour pouvoir obtenir donc la licence sans trop de difficultés à la fin. Donc il n'y a pas vraiment d'élève type. En revanche, une élève qui déjà dans le tronc commun doit avoir des notes très correctes en français et en histoire-géographie. En français, pourquoi? Puisque que vous soyez avocat, juge, notaire, juriste, il faudra que vous écriviez. On écrit des plaidoiries, on écrit des requêtes, on écrit des décisions de justice, on écrit des consultations, des contrats, des décisions. Donc, il faut savoir s'exprimer dans un français qui est un français d'un très bon niveau. Et je précise qu'encore aujourd'hui, ChatGPT n'arrive pas à repérer toutes les fautes. Donc, voilà, il faut avoir un très bon niveau à l'écrit et également une aisance à l'oral parce que vous plaidiez, que vous soyez juge ou président d'une formation ou que vous soyez un avocat qui doit expliquer à son client une question technique avec un vocabulaire plutôt abordable, il faut savoir s'exprimer à l'oral et vous allez ensuite passer des concours puisque la plupart des métiers auxquels conduisent le droit sont des métiers par lesquels on accède par des concours ou même pour un entretien d'embauche, il vous faudra une bonne maîtrise de la langue française. Après, histoire géographie, pourquoi? Parce qu'en première année, vous allez voir, il y a beaucoup de matières introductives, il y a un peu d'histoire constitutionnelle, il y a de l'histoire des institutions. Et si vous avez bien acquis les notions fondamentales, vous n'allez pas être perdu puisqu'on ne va pas revenir sur la Révolution française par exemple, mais on va vous dire, ben voilà, la première constitution adoptée pendant la période révolutionnaire, et on va partir du principe que vous avez acquis un certain nombre de connaissances. Donc, il n'y a pas vraiment un élève type, mais un élève qui est à l'aise à l'oral et à l'aise à l'écrit et qui a, en fait, par ses spécialités, acquis différents types de compétences. Soit un raisonnement et une rigueur, comme dans les sciences, soit une aisance à l'écrit, comme dans d'autres matières, voire voilà, des connaissances parallèles. Donc, on va plutôt dire que les spécialités qui ne vous aideront pas en droit, c'est tout ce qui est sport, artiste, enfin, spécialité artistique. Par contre, toutes les autres spécialités vous prépareront différemment, ils vous prépareront aux études. Je me tourne maintenant vers vous, Alexandre Dezé. La formation sciences politiques de Montpellier est l'une des plus attractives de France, avec environ 5000 candidatures pour seulement 70 places. Alors, avant de parler justement de ces quotas et de vos critères de sélection, dites-nous en quoi consiste finalement une formation en sciences politiques à l'université, puisqu'il y a parfois une confusion avec les IEP ou avec Sciences Po Paris. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a une confusion qui règne entre Sciences Po Paris, les IEP de province et les licences de sciences politiques. Ce sont vraiment trois institutions assez différentes. À Sciences Po Paris et dans les IEP, vous allez suivre, ce sont des formations évidemment d'excellence, mais vous allez suivre un enseignement généraliste tout au long de ce qu'on appelle le bachelor, c'est-à-dire les 3 premières années après le bac. La différence avec les formations qui sont dispensées à l'université dans les licences de sciences politiques, c'est que vous allez avoir en première année un cursus très généraliste, très ouvert encore, sur un certain nombre de disciplines, l'économie, la philosophie, les sciences sociales, les relations internationales, la théorie politique, etc., etc. Et puis L2, L3, vous allez vous spécialiser spécifiquement sur les différents domaines de la science politique. Ça peut être la sociologie de l'État, la sociologie de la communication politique, les politiques publiques.
etc. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une vingtaine de licences de sciences politiques en France et qu'elles sont toutes très bonnes. Elles sont très demandées aujourd'hui, elles ont peu de place, donc c'est en fait une formation assez sélective. En ce qui concerne la licence de sciences politiques de l'Université de Montpellier, elle est aujourd'hui la 10e formation en sciences politiques la plus attractive en France, c'est-à-dire qu'elle se place en fait devant les IEP, les IEP d'Aix, de Rennes, de Saint-Germain-en-Laye. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien savoir que les formations qui sont dispensées aujourd'hui à l'université sont de très bonnes formations, qui diplôment bien, qui forment bien, qui insèrent bien. Donc il faut, voilà, je pense, briser un certain nombre vous parliez d'idées reçues tout à l'heure, de croyances autour d'un certain nombre de formations. Et là, je pense qu'il faut savoir que, en tout cas, ce sont des bonnes formations. Faire confiance à l'université pour former des étudiants. Mais alors, il faut avoir quel type de notes pour intégrer votre formation? Puisqu'on a dit quand même qu'il y avait une sélection, une exigence assez accrue pour pouvoir intégrer Sciences Po à Alors, Montpellier. absolument, il y a une sélection très forte, mais c'est normal, puisque là, l'année dernière, c'était 5000 candidatures, on n'a que 70 places en L1, 70 places en L2, 70 places en L3. Donc, il faut évidemment avoir de très bonnes notes dans les disciplines qui correspondent aux attendus de la formation. En l'occurrence, on en discutait tout à l'heure, mais dès lors que vous avez fiché un bac général avec des spécialités comme HGSP, SES, vous êtes absolument dans le profil. À ça, il faut rajouter des bonnes notes en français, en philo. On oublie de dire en fait aux élèves que la sélection qui se fait par Parcoursup, ça commence dès la première. En fait, l'année première est fondamentale dans le calcul de l'algorithme. Donc, il faut s'y mettre relativement tôt quand on arrive au lycée. Il faut également, pour les sciences politiques, avoir un intérêt, on dit une appétence, mais en gros un intérêt pour l'actualité politique. Il faut aimer lire, il faut aimer écrire, il faut se tenir au courant de l'actualité, donc être abonné à des fils d'infos, si possible, regarder Le Monde, IB, Le Figaro, voilà, bien être au courant de l'actualité également qui transite via les réseaux sociaux, voilà, être en rapport avec le monde. Voilà, c'est à peu près les qualités qu'il faut, mais effectivement, il faut pouvoir effectuer un très bon parcours scolaire. Et puis, il y a ce qu'on appelle la bilicence économie et sciences politiques, qui est encore plus sélective. Je vous laisse nous en dire quelques mots. Alors, elle est également effectivement très sélective, puisque en fait, c'est une bilicence et économie sciences politiques, comme vous l'avez dit, et c'est un diplôme qui est unique en France. Elle combine en fait une formation à la fois en économie et en sciences politiques. Les étudiants qui sont pris dans cette bilicence ont cours le matin à la faculté d'économie et cours l'après-midi à la faculté de droit et de sciences politiques. Dans cette licence qui est très exigeante, il y a environ 30 à 40% de plus de volume horaire d'enseignement que dans une licence ordinaire. Donc c'est un rythme très très soutenu. Voilà, ça demande vraiment des compétences également assez fortes en éco, en maths. C'est souvent ce qui pose problème hein, dans la transition du lycée vers l'université. Là, il n'y a que 30 places. L'année dernière, on a eu 2000 candidatures. Bon, ce sont voilà, des formations qui sont effectivement très demandées. On essaie de faire en sorte d'en créer le plus possible. Mais comme vous le savez, le contexte économique financier à l'université n'est pas super, disons, encourageant. Mais voilà, encore une fois, ce sont des formations qui forment très bien. Il faut, je pense, là, on parle de formation très sélective, mais il faut savoir que normalement, chaque élève est fait pour une formation en particulier. Et ce qui est important, c'est de bien réfléchir à ce qu'on a envie de faire et bien s'informer sur Parcoursup. Parcoursup n'est pas qu'une machine à sélectionner, c'est aussi un site d'information qui n'existait pas encore il y a quelques années, sur lequel vous trouvez toutes les données disponibles sur les formations. Parler, s'informer, prendre connaissance, avoir ce genre de rencontres comme on en a aujourd'hui, venir aux journées portes ouvertes, assister au salon d'enseignement, etc. Bref, plus vous vous renseignez, plus vous cherchez l'adéquation entre ce que vous avez envie de faire et les formations existantes. Et plus vous écoutez également, souvent c'est les parents qui disent il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. En fait, il faut vraiment questionner ses propres envies. Parce qu'une fois que vous avez connecté envie et cursus, généralement ça fonctionne, quelle que soit la difficulté, quel que soit votre niveau scolaire, etc. L'important c'est de savoir ce qu'on a envie de faire, même si c'est trop quand on est jeune comme ça. Et trouver la formation et travailler. Vous disiez finalement Parcoursup, ça se prépare dès la première. Je crois que vous n'avez pas tout à fait la même vision, Katarzyna. Vous dites qu'il faut démystifier aussi Parcoursup, hein, qui est une source d'angoisse pour de nombreux lycéens. Alors oui, moi je trouve qu'il ne faut pas se dire que si vous avez fait une erreur en choisissant telle ou telle formation, c'est fini. C'est souvent le discours qu'on entend et on essaye de dire que ce n'est pas vrai du tout. Vous n'avez que 17 ans, vous allez avoir 18 ans cette année, vous avez le droit de vous tromper.
Et souvent, on entend toute une série, entre guillemets, des légendes urbaines qui disent, ben, si vous êtes prise en une première année, là, c'est l'année d'après, c'est la priorité qui est laissée à tous les lycéens qui sont nés entrants. C'est pas vrai. On regarde aussi attentivement les dossiers de ceux qui sont en réorientation que ceux qui sont néo-entrants, c'est-à-dire candidates pour la première fois. Aujourd'hui, dans le système d'enseignement supérieur, il y a beaucoup de passerelles. C'est-à-dire que vous pouvez très bien entrer en première année en PASS, donc en première année des études médicales, ensuite bifurquer en LAS deuxième année ou revenir en droit. Vous pouvez commencer dans une classe préparatoire aux grandes écoles et ensuite revenir à la faculté directement en deuxième ou troisième année. On a plusieurs collaborations avec différents lycées de l'académie, donc on offre cette possibilité. Vous pouvez faire également une licence dans une discipline proche et ensuite revenir ou venir à la faculté de droit en droit de la deuxième année, en sciences politiques de la troisième année de licence. Donc, il y a des passerelles qui existent et vous avez le droit de vous tromper. Ça arrive régulièrement. On a une idée d'une formation, on entre dans cette formation, on se rend compte que ce n'est pas forcément ce qu'on a voulu faire et ce n'est pas bien grave. Par exemple, à l'Université de Montpellier, vous avez un dispositif qui vous permet, à partir du mois de novembre, de réfléchir à votre réorientation parce que vous vous rendez compte que, par exemple, le droit, la science politique, ce n'est pas pour vous. Ça s'appelle un dispositif 3 heures, c'est-à-dire réagir, réussir, rebondir, réussir. Et en fait, ça vous permet de réfléchir exactement sur ce que vous souhaitez faire et vous pouvez vous réorienter dès la fin du premier semestre. Donc, voilà, ne vous faites pas dire que c'est fini si vous n'avez pas fait un bon choix. Au contraire, il vaut mieux se tromper quand on a 18 ans, quand on a 19 ans et choisir les métiers qu'on aime, puisque ensuite faire un métier pendant 40 ans qu'on déteste, moi je ne l'imagine pas. Donc, dites-vous que oui, il faut bien réfléchir à votre orientation, mais ce n'est pas fini si jamais vous êtes. Et puis en droit, il y a aussi des mécanismes qui permettent d'accueillir des élèves dits moyens, ou en tout cas des élèves qui n'ont pas forcément suivi une formation dite générale, puisque vous proposez la licence en 4 ans. Ça peut intéresser notamment des élèves qui sont en cordée ici dans cet établissement de Joliot-Curie. Alors, il y a deux choses, je dirais, différentes. Alors, la première, c'est que nous prenons en compte les cordées de réussite dans le cadre de l'examen de vœux en Parcoursup, en tout cas en droit, parce que c'est un engagement que nous avons pris. Donc, on regarde prioritairement les élèves qui sont encordés. Et ensuite, nous proposons, alors c'est une formation qui s'adresse principalement à des élèves qui sont dans des filières technologiques et professionnelles, mais en particulier ceux qui sont dans la filière STMG, puisque c'est elle qui s'y prête le mieux, une licence en 4 ans. Avec un constat que nous avons fait avant la loi EURES, c'est-à-dire avant la naissance du Parcoursup en 2018, nous avions fait des statistiques de réussite et en fait, on avait entre 0 et 5% des réussites pour les élèves qui sortaient des filières technologiques et professionnelles. Et comme nous ne souhaitions absolument pas que ça reste tel quel, on a donc saisi l'opportunité qui nous a été proposée en 2018. Nous avons créé une licence en 4 ans. C'est un parcours qui commence sincèrement à porter ses fruits parce qu'il permet aux élèves qui sortent de ces filières, en fait, de travailler là où ils n'ont pas pu travailler dans le cadre de leur filière technologique ou professionnelle, puisqu'ils ont développé d'autres compétences que leurs camarades des filières générales n'ont pas. Mais du coup, ils ont peut-être moins travaillé, enfin, ils ont moins travaillé l'expression écrite, l'expression orale, les programmes d'HGG, SPS, ES ou de certaines autres spécialités. Et cette licence en 4 ans a précisément pour objectif de leur donner les outils qui leur permettent ensuite de réussir en deuxième et en troisième année, on va dire, de droit classique. Alors, c'est un programme qui prend de plus en plus d'ampleur et on arrive aujourd'hui à avoir des taux de réussite comparables en un an qu'on a à celui des licences classiques, mais grâce à dévouement de vraiment beaucoup de personnes qui accompagnent. Alexandre Désé, qui est à mon côté, par exemple, fait du tutorat en sciences politiques, puisque je précise que les juristes, pour être un bon juriste, il faut avoir des minimums de connaissances en sciences politiques, et les sciences politistes, ils ont aussi besoin des minimums de connaissances, notamment en droit constitutionnel. Donc, en fait, il y a des cours qui sont communs à ces formations. Donc, on a créé tout un système voilà, d'aide, d'entraide, et ça commence vraiment à bien fonctionner. Fanny, j'aimerais justement que vous saisissiez ce micro. Vous me disiez, ce ne sont pas nécessairement ceux qui avaient d'excellents résultats au lycée qui réussissent le mieux, mais ce sont des étudiants motivés, surtout qui comprennent la méthodologie. Je vous laisse développer sur ce point qui est important. Bonjour. Effectivement, moi je me suis rendu compte en arrivant en licence 1 que c'est pas forcément ceux qui avaient des excellentes notes au lycée, notamment ceux qui ont réussi avec mention très bien. Je parle pour le droit, hein, pas pour la science politique, je ne connais pas assez. Mais donc c'est pas forcément ceux qui ont les meilleurs résultats qui réussissent le mieux. En réalité, on le voit notamment sur
la pression que beaucoup se mettent, des fois, c'est très compliqué à gérer parce qu'en droit, ce qui est le plus difficile, c'est les premières notes pour moi. En tant qu'étudiante, je l'ai vécu comme ça. C'est les premières notes qui sont les plus dures. Souvent, on a des notes qui sont très très basses dans les premières notes, des notes qu'on n'aurait jamais eues au lycée ni au collège, donc souvent c'est des notes en dessous de 5. Ça, c'est les premières notes. Et pourtant, c'est pas parce que les étudiants n'ont pas travaillé, c'est parce que justement, ils ont beaucoup travaillé et les premières notes font mal. Et je trouve que les étudiants qui réussissent le mieux, c'est ceux qui arrivent à, malgré cette première note ou ces premières notes, c'est passer au-dessus, comprendre et apprendre de ses erreurs pour réussir par la suite à adapter sa méthode de travail. Mais effectivement, souvent, il y a il y a un vrai décalage entre le lycée et l'université. Et je trouve que c'est important aussi de se dire que c'est pas parce que vous avez des bonnes notes au lycée que ça sera pareil à la fac. Et c'est pas parce que vous avez de pas très bonnes notes au lycée que vous n'en aurez pas des bonnes à la fac. Donc c'est vraiment pour moi la chose que je répète souvent quand on me demande de parler des études de droit, c'est qu'il faut surtout pas s'auto-censurer. Vraiment, c'est le plus important. Parce que c'est à la portée de tout le monde et on ne va pas vous demander des choses qui ne sont pas à votre portée. Vous êtes capable de réussir, il faut simplement travailler et mettre évidemment en place tous les moyens pour réussir. Mais en tout cas, il ne faut pas s'arrêter au mythe ou à ce qu'on pourrait penser. C'est pas des études, pour moi, ce n'est pas des études élitistes, mais c'est des études exigeantes. C'est différent. Lola, est-ce qu'on est sur la même configuration en sciences politiques au niveau des difficultés, des notations en baisse? Alors, je pense que, bonjour d'abord, je pense que c'est pas exactement pareil qu'en arrivant à L1 en sciences politiques parce que, ben, comme ça a déjà été dit, c'est très sélectif, donc la sélection se fait sur beaucoup les notes. Et donc, on arrive quand même en licence 1, on arrive et on réalise qu'on est avec des étudiants essentiellement qui sont dans le top de la classe au lycée. Et donc, tirer son épingle du jeu est peut-être un peu plus compliqué qu'au lycée. Mais je pense que dans le fond, c'est pareil. On nous demande des exercices qui sont globalement des choses qu'on a déjà vues au lycée, dans la méthode, etc. Ça change, pourtant, le fond, je pense, c'est la même chose. On va nous demander des dissertations, des exposés, des choses comme ça. Mais je pense qu'on est beaucoup des très bons étudiants qui apprennent très bien leurs cours. Et moi, c'est ce que je vois avec mes étudiants que je rencontre en séance de tutorat. C'est des étudiants qui connaissent leurs cours par cœur et qui pourraient le recracher, il n'y a pas de souci. Simplement, c'est aussi un apprentissage de la méthode, un apprentissage aussi de la réflexion. C'est apprendre à se faire confiance, apprendre à comprendre quand on sait son cours, mais que c'est pas suffisant et qu'il faut aussi se détacher de son cours, etc. Donc, je pense que oui, il y a quand même l'enjeu de la méthode et de l'apprentissage de la réflexion et de l'esprit critique qui est surtout différent du lycée. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est peut-être pas exactement pareil, surtout face au reste de la promo, je pense. À ce stade, est-ce que vous avez des questions dans le public? N'hésitez pas justement à faire la démarche. Il faut juste gommer sa timidité. C'est le premier essai qui est le plus difficile. Fanny, vous me parliez du droit constitutionnel. Ah, on a une première question. On va peut-être vous tendre le micro. Merci. Bonjour, alors j'avais une petite question concernant par exemple des prépas en droit, comme des prépas jurisperform, etc., enfin, des stages qu'on peut réaliser. Est-ce que ce sont des stages vraiment intéressants pour plus tard à la fac de droit? Est-ce que ça nous prépare vraiment aux exercices qu'on peut faire comme des commentaires d'arrêt ou ce genre de choses? Alors, je vais répondre en un mot. Non. Alors, nous sommes à la faculté de droit et sciences politiques, nous sommes précisément très opposés à l'existence des préparations privées que nous jugeons totalement inutiles, qui vont essayer de vous expliquer, avant même que vous avez commencé vos études de droit, que vous avez besoin d'une mise à niveau. Alors, j'aimerais savoir laquelle, puisque une des particularités de droit, c'est que bien sûr, ceux qui sont dans la filière STMG, vous faites un peu de droit. Vous avez l'option droit et grands enjeux du monde contemporain, mais on n'enseigne pas les droits du tout de la même manière et on n'étudie pas les droits exactement de la même manière à la faculté. Vous n'avez pas appris à lire un contrat au lycée. Vous n'avez pas appris à lire une décision de justice. Vous n'avez pas appris à la décortiquer. Vous avez fait des commentaires de texte, vous avez fait des dissertations qui vous aideront à structurer votre raisonnement, mais vous n'avez jamais appris du droit tel que nous l'apprenons.
à la faculté. Vous n'avez pas analysé la Constitution, vous n'avez pas analysé les traités internationaux. Donc, vouloir faire une préparation avant même que vous avez commencé vos études de droit, ça n'a strictement aucun intérêt. Ce sont des formations privées qui appellent à de très fortes participations financières de la part de vos parents et qui sont totalement inutiles. Nous avons, alors je passerai la parole aux filles, déjà le tutorat, qui est une forme d'entraide principalement, je dirais, horizontale, puisque c'est d'étudiant à étudiant, mais qui est encadrée par la faculté, puisque c'est nous qui recrutons nos tuteurs, nous le formons, et ensuite, eux, ils travaillent en collaboration avec les équipes pédagogiques pour aider les étudiants dans leur cursus. C'est gratuit. C'est totalement sur la base de volontariat. Il organise également toute une série d'autres événements, mais je vais passer les micros aux filles, elles vous expliqueront. Si vous avez, il faut d'abord venir voir si vous avez des difficultés. Si vous avez des difficultés, vous adressez au tuteur. Et si jamais, vraiment, votre réussite en droit est en péril, peut-être effectivement réfléchir à une aide extérieure, mais je vous déconseille totalement les préparations privées et il ne faut pas prendre pour l'argent comptant ce qu'ils disent. On lutte très ouvertement contre ce type d'institution. Mais je passe la parole aux filles pour qu'elles vous expliquent peut-être un petit peu les tutorats et les formes que ça peut prendre. Et puis notamment, il y a eu un stage de pré-rentrée que vous aviez suivi avant d'intégrer l'université qui peut être utile pour les jeunes qui nous écoutent. Du coup, je reviens rapidement sur la prépa et puis peut-être que Lola fera plus rapidement le tutorat. Pour moi, j'ai des amis qui ont été à Juris Perform, etc. Ça leur a servi à rien du tout. Au contraire, étant donné que, alors ça, je ne sais pas si c'est avéré ou pas, mais en tout cas, je sais que souvent les chargés de TD ont tendance à être plus durs avec eux parce qu'ils savent qu'ils ont les cours, qu'ils ont les corrections et c'est pas très bien vu parce que du coup, ils le font moins par eux-mêmes. C'est vrai que la prépa, c'est pour moi sur ce point-là déjà ça dessert et en plus de ça, je dirais que pour moi, ce que j'ai appris en tout cas en droit, c'est que le droit, il faut s'adapter. Il faut s'adapter en fait aux cours, aux professeurs. Il faut s'adapter à l'actualité, etc. La prépa ne prépare absolument pas aux attentes des professeurs particuliers, enfin des professeurs vraiment particulièrement ce professeur-là. Et ça dépend vraiment. On fera une copie de droit constitutionnel qui vaut 17 avec tel professeur et qui vaut 8 avec tel autre professeur. Il y a effectivement une base commune, des connaissances communes, mais vraiment, il faut apprendre à s'adapter et à comprendre ce qu'on attend de nous. Et la prépa ne prépare pas à ça. Pour moi, ça, c'est le plus important. Et du coup, je vais laisser Lola pour le tuto. Pour vous présenter peut-être très rapidement ce que c'est que le tutorat, c'est une association d'étudiants composée par des étudiants. Donc, il a été dit aussi encadré par la fac. Donc, on a toutes et tous été recrutés par nos professeurs et en partenariat avec le bureau du tutorat. Et donc, c'est un système très simple, comme vous le disiez, horizontal, où on est des étudiantes et des étudiants à partir de la troisième année de licence jusqu'au master 2. On prend de notre temps, donc c'est sur la base du volontariat, et on prend de notre temps pour voilà, vous aider. C'est un peu une sorte de troisième instance pour vos cours. Il y a les cours magistraux, les travaux dirigés, et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez assister aussi aux séances de tutorat. C'est du soutien. Vos cours, donc ça peut être vraiment divers et varié. Bon, moi, je fais essentiellement du coup de la science politique, donc ça va être du retour sur les cours, on va pouvoir faire des exercices de dissertation, de plan de taille, etc. J'imagine que c'est un peu le même fonctionnement pour les séances en droit. Et donc, ça, c'est tout au long de l'année. En général, il y a une séance par semaine, par matière. Et en début d'année, en licence 1, il y a un stage de pré-rentrée qui est proposé pour les étudiants en droit et en sciences politiques, où là, il y a quand même l'apprentissage des codes, etc. Ou vraiment les premières bases qui sont faites, donc c'est sur une semaine, il me semble. Et puis ensuite, en sciences politiques, pour le coup, on va avoir un stage peut-être plus court, mais ça va être une demi-journée. Mais bon, parce qu'il y a peut-être moins aussi de choses pratico-pratiques à apprendre. On n'a pas du tout de code, enfin des choses comme ça, de code civil, des choses comme ça. Et puis ensuite, il y a aussi un accompagnement, pas seulement à destination des licences 1, mais aussi des licences 2, des licences 3, notamment pour les filières de droit. Et par exemple, en ce moment, on est sur la période de mon master, donc c'est quelque chose qui arrivera ensuite pour vous, mais où on va faire des entretiens fictifs, on va faire des relectures de CV, de l'aide de motivation, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est au quotidien et qui va aussi quand même, enfin c'est pas très formel, c'est vraiment dans l'informel dans le sens où
on se parle entre étudiants, quoi. Il y a vraiment un partage d'informations, un partage d'expériences communes qui se fait, qui est vachement appréciable. C'est plus simple de venir nous parler à nous, j'imagine, qu'à des professeurs de diriger ou de cours magistraux. Alors justement, il y a une évolution, hein, un changement par rapport au lycée, au fonctionnement du lycée. Comment ça se décompose à l'université? Est-ce que ce sont des TD, des travaux pratiques? Est-ce que ce sont des cours dans des amphis? À quoi ça ressemble? Expliquez justement aux jeunes qui nous écoutent le fonctionnement. Tout ça, ce sera expliqué justement au stage de pré-rentrée, parce que c'est notre rôle aussi au tuteur, c'est de dédramatiser un peu, ça va, c'est pas la mort, c'est super la fac, et ça peut faire peur, mais c'est notre but, on est là pour vous rassurer. Donc en fait, vous allez arriver dans des grands amphis. L'avantage du stage de pré-rentrée, c'est que vous aurez déjà visité la fac avec nous, on vous fait une visite complète de la fac. Et donc vous avez les cours magistraux qui se passent dans des amphis, et ensuite vous avez des travaux dirigés qui se passent en plus petits groupes, comme au lycée en fait, dans des salles de TD. Alors, on aura des matières majeures et des matières mineures. Les matières majeures, il y en a 3 en général. C'est des matières où, en gros, vous aurez le cours magistral et une fois par semaine, vous aurez un TD qui correspondra à cette matière-là, où on approfondit les notions, etc. Les matières mineures, on a seulement le cours magistral. À côté, on n'aura pas le TD. Voilà, ça c'est une journée type à la fac, c'est que en général pendant le premier mois de cours, vous accumulez les connaissances en n'ayant que des cours magistraux, donc vous voyez les bases, etc. Et à partir du premier mois, on commence les travaux dirigés, et là ça rythme les semaines. En fait, on revient sur les points du cours, on fait des exercices, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le principal à comprendre, c'est qu'on a les cours magistraux et on a les TD. Les TD, souvent, c'est un peu plus accessible au niveau notamment du chargé de travaux dirigés qui enseigne, parce que c'est des plus petites classes, ça va de 30 à 35 élèves, je crois, ou à 40 maximum, alors que dans les amphis, on est parfois entre 300 et 500. Donc voilà, c'est en plus petit comité. Et le tutorat se place après tout ça. Et on n'est pas que sur de la théorie, hein. Lola, vous avez été amenée à réaliser des enquêtes. Expliquez-nous justement en allant sur le terrain comment ça marche. Oui, bon, alors, du coup, pour la science politique, c'est différent. Jamais plus de 100 dans l'amphi, puisque du coup, les deux promos sont, donc la promo de sciences politiques, 70 étudiants, et regroupée avec la promo de bi-licence sur les cours où ils sont présents, donc 30 étudiants, donc on n'est jamais plus de 100. Donc oui, les cours magistraux, ça va être quand même un apport plus théorique, on va dire, alors que les travaux dirigés vont plus être dans la pratique des exercices. Mais ça nous est arrivé de faire, notamment en L3, on va être amené à faire dans le cadre de cours, par exemple, de méthodes qualitatives, méthodes quantitatives, des enquêtes sociologiques, donc sur divers sujets, mais on a eu voilà, une enquête qualitative à faire sur la répartition des tâches domestiques, et on devait donc aller rencontrer, faire des entretiens, des choses qui nous apprennent en fait ce que c'est que le travail de terrain en sciences politiques. Voilà, et moi c'est notamment ce genre d'exercice qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui en master, donc de la recherche. Et voilà, donc, et c'est deux formations quand même assez différentes dans leur contenu. Alexandre Dezé, peut-être un mot sur ce qui vient compléter aussi la formation classique, puisqu'il y a pas mal de conférences, des ateliers, des séminaires tout au long de l'année qui sont utiles, hein, pour les étudiants dans vos formations respectives. Oui, tout à fait. La fac, c'est pas seulement des cours, c'est toute une vie associative, hein, culturelle, festive également, avec plein de trucs. Il y a des soirées d'intégration que les profs appellent généralement les soirées de désintégration, parce que je crois que j'ai plein de choses. Euh, et à côté de ça, il y a un programme très important, que ce soit en droit ou en sciences politiques, de conférences qui sont ouvertes aux étudiants et qui sont autant l'occasion pour les étudiants de s'ouvrir à d'autres thématiques que celles qu'on voit en cours. Récemment, en sciences politiques, par exemple, on a reçu des spécialistes du Brésil, du Mexique, de l'Argentine pour questionner l'évolution de la situation politique en Amérique latine. Voilà, un mois auparavant, on avait reçu un ancien diplômé des sciences politiques qui est devenu grand reporter au Figaro et qui a sorti un livre sur les coulisses de l'Assemblée nationale. Et donc voilà, nous, je pense que c'est la même chose en droit, mais en sciences politiques, c'est plus facile parce que, comme l'a rappelé Lola, on a des petites promos, mais on conçoit vraiment l'intégration de nos étudiants comme un enjeu prioritaire, donc on essaie de les accompagner au mieux. On est très loin du rapport que les profs de fac pouvaient entretenir avec leurs élèves quand nous, on a fait la fac, très, très distant, très froid. Généralement,
on participe parfois à des soirées des intégrations aussi, de manière retenue, bien sûr. Mais on travaille avec eux, comme j'ai l'impression qu'on travaille avec eux. Donc on les suit de près, on échange beaucoup, on discute beaucoup, c'est ce que rappelait Lola, et elle le fait à son échelle en tant que tutrice, c'est un rôle qui est extrêmement important. On a un BDE aussi qui est formidable, il y a la corpo de droit et sciences politiques pour le droit. Ce sont, voilà, c'est une vraie vie, il faut le voir comme ça, c'est vraiment une nouvelle tranche de vie. Et la collaboration prof-élève, elle est importante ici parce que la licence, c'est ce qui mène vers le master, c'est ce qui mène vers l'insertion professionnelle. Donc on est dans un autre rapport, dans un autre contrat, qui est tout important que le collège et le lycée. Et nous, on essaie de faire en sorte, effectivement, d'être à l'écoute, d'être là, d'être présent, d'accompagner. Et cette formation, ça passe pas simplement par le cours académique, didactique, quoi. Ça passe également par une socialisation académique forte, et donc par l'écoute de conférences, par la participation à toute une série d'événements Si je peux compléter, oui, effectivement, on a à peu près la même proposition pour les étudiants qui font les études de droit. Il y a des conférences, il y a des séminaires, il y a des colloques, mais il y a également des associations qui sont très dynamiques. On a des associations, par exemple, qui organisent des plaidoiries. Donc, ceux qui souhaitent, voilà, par exemple, s'exercer à une plaidoirie en tant qu'avocat, ils peuvent. On a les tuteurs, on a un club de musique aussi, qui est commun à tous les étudiants, un club du théâtre. Voilà, donc il y a toute une série de manifestations qui sont organisées par les étudiants, également pour la vie à la faculté. Donc voilà, on ne va pas qu'étudier, on veut également donner d'autres opportunités pour ouvrir les esprits. Et les étudiants ont également la possibilité de compléter leur formation par ce qu'on appelle les DE, c'est-à-dire les diplômes d'établissement, qui vont être des diplômes très variés. Ils peuvent être en droit du sport, en droit de luxe et de la mode, en sciences criminelles, plus juridique en droit des obligations. Donc voilà, il y a toute une possibilité, voilà, pour ceux qui souhaitent, voilà, avoir d'autres choses que le cours de droit, voilà, on peut vivre. Et je tiens également à préciser que nous n'avons pas de numerus clausus ou d'un taux d'admission en deuxième année. Tous les étudiants de sciences politiques qui ont 10 sur 20 accèdent en deuxième année. Tous les étudiants de droit qui ont 10 sur 20 à la fin de la première année accèdent en deuxième année. Donc on n'a absolument pas de quota d'une année sur l'autre. Et parfois, je donne l'exemple qu'il y a des années où les étudiants sont 650 en deuxième année, et cette année, ils sont plus de 900. Voilà. Et puis, on peut faire évoluer aussi son choix en cours de formation, hein. Par exemple, vous souhaitiez être juge, finalement, vous êtes tourné vers la recherche, donc ce n'est pas figé. Expliquez juste aux jeunes qui nous écoutent à quel moment du cycle on va se spécialiser et à quel moment on doit commencer à savoir ce qu'on veut faire comme métier. Alors, les étudiants ont minimum 2 ans et demi, en tout cas 2 premières années de licence pour réfléchir vraiment sur ce qu'ils veulent faire par la suite. Et encore, même en sortant de licence, on n'est pas obligé déjà de savoir ce qu'on veut exactement faire. Les études de droit, mais je donnerai ensuite la parole à Alexandre, puisque je pense que c'est également la même chose en sciences politiques, c'est une licence généraliste. C'est une licence juridique, où vous allez apprendre du droit, mais on va vous donner les outils et les clés pour avoir des connaissances fondamentales dans les différentes disciplines juridiques. Mais on ne va pas encore vous faire spécialiser. On va vous apprendre, ce que je disais, commenter un texte juridique, savoir sortir les solutions, les bonnes solutions aux problèmes juridiques, résoudre des cas pratiques, puisque quand on est avocat, on a un client qui arrive et qui dit, voilà, c'est mon problème, trouvez-moi des solutions. Et en fait, les cas pratiques qu'on fait en droit sont un peu reconstruits sur ces modèles-là. On a une consultation à faire. Donc, on va vous donner toute une série d'outils fondamentaux, à la fois en connaissance et en méthodologie. Et à partir de la 3e année de licence, on va déjà proposer aux étudiants de choisir entre ce qu'on appelle le droit privé et le droit public. Les droits privés, ce sont différentes branches du droit qui gèrent tout ce qui sont les rapports entre individus. Alors, individus, ça peut être nous, personnes physiques, mais peut-être les entreprises, les associations, les personnes morales. Et tout ce qui relève, voilà, droit de la famille, droit pénal, droit de l'entreprise, droit des affaires, droit de l'assurance, et j'en passe, ça relève du droit privé. Donc, est-ce qu'on est plutôt on a des affinités avec les droits privés, ou est-ce qu'au contraire, on a des affinités plutôt avec les droits publics, donc, droit constitutionnel, droit administratif, finances publiques, et à ce moment-là, on va choisir en 3e année l'orientation publique. Mais ce n'est absolument pas définitif. Le premier vrai choix commencera à se spécialiser, et la spécialisation interviendra en première année de master. Parce que si vous voulez être un juriste spécialisé en droit de l'entreprise, vous choisirez peut-être un master droit des affaires, droit bancaire, et pas master droit de la famille. Si vous voulez être avocat ou juge spécialisé en droit de la famille, là, vous choisirez plutôt droit privé général, contentieux, etc. Et si vous voulez être un juriste spécialisé en droit international, vous prendrez peut-être droit du commerce international. Mais la réflexion viendra en master, et même là,
Elle n'est pas définitive parce que vous pouvez très bien faire un master en droit pénal et vouloir être un juge d'application, enfin, être par exemple un juge aux affaires familiales. C'est à la sortie de l'École nationale de la magistrature et de votre reclassement que vous choisirez finalement ce que vous voulez faire. Et vous pouvez de la même manière passer l'école du barreau en nous disant ben, j'aimerais bien être spécialiste en droit du travail, n'est-ce pas? Et puis en définitive découvrir pendant l'école du barreau que finalement ce que j'adore c'est le droit pénal et bifurquer et ensuite travailler pour un cabinet pénaliste. Donc rien n'est figé et il y a beaucoup de passerelles qui existent entre les nations. Nous avons des questions dans la salle? Si, imaginons, on souhaite s'orienter en droit international, donc au master, du coup, la fac de droit de Montpellier, elle est partenaire avec plusieurs universités dans le monde, il me semble. Enfin, notamment, je parle pour Londres, il me semble que c'était le cas aussi. Est-ce que, imaginons, on arrive, je crois que c'était 6 mois dans l'année, et au bout de la deuxième année au bout de la première année de master, ça ne nous plaît pas. Est-ce qu'on a toujours une possibilité de changer ou de s'orienter à nouveau autre part ou pas? Ça fera la transition avec les études à l'étranger, peut-être. Mais je les passerai surtout en sciences politiques. Alors, effectivement, alors déjà, il y a la possibilité pour nos étudiants de partir à l'étranger à partir de la troisième année, c'est-à-dire qu'il y a tous les programmes Erasmus qui sont effectivement à partir de la troisième année, mais il faut également savoir dans quel but. Si vous voulez faire effectivement du droit international, droit européen, ou pour la science politique, c'est même très indiqué. En revanche, si vous voulez faire par exemple droit notarial, ça n'a pas véritablement de sens. À ce moment-là, on conseillerait plutôt à un étudiant de faire une année de césure entre par exemple la deuxième et troisième année, par exemple aller à l'étranger, soit étudier, soit faire un stage intensif de langue, mais parce qu'on sait que les matières de la troisième année sont fondamentales pour ensuite la réussite en master notariat, donc on va vous déconseiller de partir en troisième année. Alors, que ce soit pour le droit international ou pour n'importe quel autre domaine, si vous choisissez une filière en première année de master, vous connaissez tous Parcoursup, vous allez découvrir à la faculté son petit frère ou grand frère, ça dépend comment on voit les choses, mon master, qui est exactement le même système que le système Parcoursup pour permettre une admission en master. Donc oui, vous pouvez vous tromper, mais ça veut dire que vous repartez comme pour Parcoursup à la case départ, c'est-à-dire il faudra ressaisir ces candidatures sur Master 1, mais oui. Parfois, quand vous êtes dans les disciplines très proches, vous pouvez éventuellement voir s'il n'y a pas la possibilité de rejoindre directement un deuxième année de master, mais à chaque fois, ça va être tributaire de vos prérequis. Est-ce que vous avez eu des matières qui vous permettront de réussir en deuxième année de master? Est-ce qu'il y a des places disponibles en deuxième année de master? Mais si, oui, vous pouvez vous réorienter, mais voilà, en repassant par les mêmes systèmes que peut-être pour un mot sur les études de sciences politiques à l'étranger. Alors, un mot également sur l'insertion pour compléter ce que tu disais. Enfin, on est dans la même approche en droit qu'en sciences politiques, c'est-à-dire on laisse le temps à nos étudiants de réfléchir sur ce qu'ils ont envie de faire et on les accompagne dans cette réflexion. Il y a 6 semestres dans une licence, L1, L2, L3, et nous, on a 6 modules d'accompagnement, justement, de la réflexion. Donc, il y a des entretiens individuels où je reçois chaque étudiant de la L1 de mon bureau au deuxième semestre de la L1 pour faire le point avec eux. Déjà commencer à réfléchir sur la suite. En L2, ils ont des modules d'insertion professionnelle, ils rencontrent d'anciens diplômés en sciences politiques qui évoluent dans différents secteurs professionnels. Ça peut être le journalisme, la communication, conseil en gouvernance, l'évaluation des politiques publiques, collectivités territoriales, travail dans un ministère, etc. Et donc l'important pour les étudiants, c'est de pouvoir se projeter. Et donc en L2, ils sont également invités à définir un projet professionnel. Et puis L3, ils complètent ce travail-là, toujours en affinant leur projet. Donc c'est vraiment essayer de cibler un secteur qui les intéresse. Parce qu'il faut aller vite, Cathy a dit, la licence, ça passe très vite. Hein, effectivement, vous êtes obligé de réfléchir à votre orientation en master au terme quasiment de la deuxième année de licence, 2 ans et demi, parce que mon master, c'est très tôt, hein, en fait, dans l'année. Et la dernière chose que font les étudiants, c'est soit, alors ils ont la possibilité de faire des stages qu'on avait fait applicatifs tout au long de la licence, et ils ont la possibilité également de faire un stage obligatoire en L3, on fait comme ça, ou un projet collectif. Et là, quand on va se quitter, moi, je vais rejoindre mes étudiants qui présentent leur projet collectif. On a eu chaque fois, on a des projets très, très intéressants. La semaine dernière, il y a eu un projet qui était un défilé solidaire dans la chapelle de la faculté au profit d'Erasmus. Voilà. Et ce sont des étudiants qui vont, pour l'essentiel, se destiner au métier de la coopération internationale. Voilà. Et
Voilà, alors en L3, il y a aussi effectivement, nous on a une moitié de promotion en L3 qui décident de partir à l'étranger dans le cadre des échanges universitaires. Et effectivement, l'université a plein de partenariats dans le monde, une centaine, entre les Erasmus et l'échange universitaire. Alors il faut que ce soit, c'est un peu la même chose en droit, il faut que ce soit vraiment conçu. Erasmus a une image, je ne sais pas si vous avez vu l'auberge espagnole, ça vous dit quelque chose, ce film de Cyril Clapiche? Non, c'est trop vieux, ouais, mais regardez ce film, parce que c'est l'histoire justement d'étudiants qui partent en Erasmus et qui se retrouvent à Barcelone, et effectivement, bon, ils font pas beaucoup d'études, mais beaucoup la fête, quoi. Et ce film a colorié un peu Erasmus en disant, Erasmus, c'est la fête. Et effectivement, il faut que ce soit une année de fête. C'est une année à l'étranger, loin des parents. À l'étranger, vous vous sentez beaucoup plus libre que dans votre propre pays, vous êtes amené à faire plein de choses, etc. Mais il faut que cette troisième année, elle s'inscrive dans justement le cadre de la réflexion de ce que vous avez envie de faire après. Pour tous les masters, ce n'est pas forcément pertinent de partir à l'étranger. Nous, par exemple, on a un master en métier des études et du conseil à l'Université de Montpellier, à la fac de droit et de sciences politiques. C'est un métier qui forme notamment au métier de chargé d'études en institut de sondage. Alors, il se trouve qu'en L3, il y a deux enseignements qui sont extrêmement importants, méthode quantitative, méthode qualitative, et qui sont pilotés par la responsable du master. Il vaut mieux être passé par ces modules-là si on veut rentrer dans le master après. Et donc, les départs se justifient, encore une fois. Par exemple, pour le journalisme, on a plein d'étudiants qui veulent faire du journalisme, et ils partent généralement en Amérique du Nord, au Canada. Il y a de très bonnes universités, et de très bonnes formations de L3 en anglais sur le journalisme. Là, c'est parfaitement justifié. Et le mieux, c'est encore de prendre contact, c'est un peu tôt pour maintenant, de prendre contact avec les responsables de master et de leur poser la question, de savoir si je pars une année en Erasmus dans telle université et j'ai choisi tel cours, est-ce que c'est compatible avec une candidature en master? Là, généralement, ils vont répondre oui ou non. En tout cas, pareil, la prise d'information est extrêmement importante. Et puis avant de partir à l'étranger, vous aurez des cours qui seront dispensés en anglais au sein de l'université. Donc, il faudra déjà comprendre et décoder ce que vous disent vos profs dans cette langue. Vous avez rapidement abordé, Alexandre Dezé, les stages, alors qui ne sont pas obligatoires durant le cycle, mais qui peuvent être utiles notamment pour tisser un réseau. Lola, Fanny, vous avez tous deux justement eu recours au stage. Lola, expliquez-nous voilà, quelle a été cette expérience pour vous et pourquoi ce choix? Oui, alors, donc, comme ça a été rapidement évoqué, les stages ne sont pas obligatoires pendant les licences sauf en troisième année. Mais on a quand même un long été qui nous permet de soit travailler, soit faire un stage, soit faire les deux, ou évidemment partir en vacances. Mais donc, c'est l'opportunité effectivement de faire des stages. Et on a la chance dans la licence à Montpellier d'avoir quand même un réseau d'anciens étudiants qui est assez développé. Et donc, notamment au sein de la mairie métropole à Montpellier, on est nombreux et nombreuses de la licence à avoir fait des stages là-bas, par exemple. Donc, moi, ça a été l'occasion de faire un stage au sein du cabinet du maire de la mairie de Montpellier. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ça nous permet de faire du réseau, c'est évident, mais aussi voilà, de comprendre un peu mieux vers quoi on souhaite se diriger pour notre avenir. Donc, moi, c'était un stage de collaboration politique pour la maire de Montpellier. Et donc, ça m'a permis aussi de savoir ce que je voulais faire, mais aussi ce que je ne voulais pas faire. Et c'est le cas de plein d'autres personnes. Et en L3, j'ai été amenée à faire un stage auprès d'un maître de conférence dans le cadre d'un projet de recherche en sciences politiques qui m'a pour le coup convaincue que c'était ce que je souhaitais faire, en tout cas pour le master. Donc voilà, c'est des opportunités qu'on peut prendre et le calendrier universitaire fait qu'on peut aussi utiliser le temps qui nous est laissé pendant l'été pour mettre en application aussi certaines choses qu'on a appris pendant l'année, mais aussi en apprendre d'autant plus. Ça se fait pendant les vacances scolaires. Oui, c'est sur les périodes de vacances scolaires. Fanny, il y a aussi un autre aspect, c'est le mentorat. Alors oui, effectivement, en licence de droit, on n'a pas de stage obligatoire, en tout cas pas en licence. À ma connaissance, il y a stage en facultatif. Donc effectivement, certains étudiants ont la chance de pouvoir faire des stages, d'autres pas. Moi, effectivement, j'ai eu la chance d'en faire un pendant l'année scolaire, parce que l'été, donc, je suis obligée de travailler, et c'est le cas de beaucoup d'étudiants. Donc effectivement, au cours des vacances scolaires, qui peuvent par exemple être les vacances de la Toussaint, qui sont assez éloignées des partiels, on essaye de choisir celles où on a le moins de travail en général, on peut faire des stages.
quand on arrive en troisième année et qu'on n'a pas forcément fait de stage, c'est pas forcément discriminatoire pour les masters de Montpellier, mais c'est vrai que c'est toujours un plus dans la candidature. Donc, il y a le mentorat qui est mis en place par, je sais plus le nom des professeurs, mais moi j'y ai pas eu recours parce que effectivement, comme Stéphane Eto, donc effectivement, c'est pour les étudiants qui n'ont pas eu l'opportunité de faire un stage, en priorité en tout cas. Donc moi je l'ai pas fait. Mais j'ai une amie qui l'a fait, donc on lui a affilié un parrain en fait, qui est dans le monde professionnel. En l'occurrence pour elle, c'est un magistrat. Et en fait, il l'emmène découvrir son quotidien de professionnel. Elle a assisté à des audiences d'assises pendant 3 jours. C'était vraiment quelque chose de super. Elle a visité les anciennes prisons qui sont maintenant au niveau de la cour d'appel de Montpellier. Donc c'est vrai que c'est très enrichissant. Et donc on n'est pas laissé pour compte quand on n'a pas pu faire de stage pendant la licence. Mais effectivement, c'est plus simple en général quand on a déjà un réseau préalable par les parents, par les amis, etc., d'avoir des stages. Après, ça peut être également à la gendarmerie. Là, je sais que c'est un peu plus simple, mais c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire parfois quand on veut faire un stage en cabinet d'avocat. C'est plus compliqué. Donc voilà, il existe quand même cette opportunité en licence 3. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions dans le public? N'hésitez pas à vous manifester, à tendre la main, pas pour le moment. Concernant justement la validation du diplôme, vous avez évoqué les partiels. Comment ça fonctionne justement pour être évalué à l'université? Qui souhaite répondre? Je crois que Sciences Po, ouais. Alors en droit, donc effectivement, on a ce qu'on va appeler les galops d'essai et les partiels finaux. On ne change pas totalement par rapport au lycée parce qu'on va garder un petit peu de contrôle continu. Alors je sais que c'est vraiment un changement en ce moment parce que il y a l'implantation de l'IA qui fait qu'on est obligé de changer un peu les méthodes d'évaluation. Mais maintenant, on va plus être sur des contrôles sur table alors qu'avant, c'était plutôt des rendus de copies de devoirs faits à la maison. Pour les matières majeures, comme je vous avais dit, là où on a les cours magistraux et les TD, on va avoir un galop d'essai, donc c'est un mi-partiel, un mi-semestre à peu près, qui va permettre de compter dans la moyenne de travaux dirigés. Puis on aura un partiel final qui comptera pour le cours magistral, et la moyenne des deux fera la moyenne des majeurs. La moyenne des majeurs, forcément, va avoir un plus gros coefficient que les mineurs, où il y a seulement un seul examen, qui est l'examen final, et les modalités sont différentes. Donc, c'est souvent, dans les majeurs en tout cas, c'est soit des commentaires d'arrêt, soit des cas pratiques. En première année, il y a aussi des dissertations et des commentaires de texte. C'est une méthode qui est très stricte. En première année, vous allez faire quasiment que de la méthode. Et c'est vrai que ça va être très, très utile pour la suite. Il faut l'avoir, cette méthode qui change beaucoup par rapport au lycée. Par exemple, moi je sais que ça m'avait marqué en première année, j'avais un professeur d'histoire qui était super d'ailleurs, qui nous a dit à la fin de la licence, vous allez plus pouvoir réfléchir autrement que par deux. En fait, en droit, c'est toujours tout par deux. C'est deux parties, deux sous-parties. Et c'est vraiment la dichotomie, c'est typique du droit. Et moi, il m'avait dit, bientôt vous allez voir un lampadaire dans la rue, vous allez faire partie A, un bien immeuble par destination, partie 2, l'affiliation au domaine public. Donc effectivement, ça m'a vraiment marqué, je l'ai retenu par cœur. Mais le droit, c'est très très formaliste et vous allez voir, c'est ce dont vous aurez besoin pour les partiels. Pour la science politique, au niveau enfin, des partiels, etc., ça va être un peu la même chose. Alors, on appelle juste pas ça des galops d'essai, mais des partiels de TD. Mais voilà, donc pour les matières majeures où on a des TD, il y a effectivement du contrôle continu, où on va être amené, comme je disais, à rendre en première année beaucoup de plans détaillés. Voilà, et aussi, ce qui est peut-être un plus par rapport à enfin en tout cas en plus par rapport à la licence de droit, c'est qu'on est amené à faire beaucoup de travail d'expression orale, donc on aura beaucoup d'exposés, on en a au moins 2 ou 3 par semestre, que ce soit en petit groupe ou en grand groupe, mais c'est souvent en groupe. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui fait partie du contrôle continu. Si on n'est pas du tout à l'aise à l'oral dans l'entrée de la licence, en sortant de la licence, vous êtes forcément beaucoup plus à l'aise à l'oral parce que vous avez beaucoup fait cet exercice-là, ce qui est vraiment un plus. Donc voilà, donc, on va avoir des partiels de TD, donc ça va être souvent des plans détaillés de dissertation. Et puis ensuite, à la fin du semestre, eh ben, des partiels. Donc c'est souvent, pour les majeurs, ça va être des partiels de 3 heures, donc des contrôles de 3 heures où on va avoir souvent une dissertation à faire. Et puis ensuite, pour les mineurs, ça sera donc
seulement une note à la fin du semestre. Et là, ça sera des questions ou bien des commentaires, etc. Et c'est à peu près la même chose tous les semestres. Donc, c'est à peu près tout. Je ne sais pas si vous voulez comprendre. Donc, c'était pas complet. Il faut savoir que faire en sorte quand même de favoriser la réussite en licence. Donc, vous avez des examens par semestre. Il y a 2 semestres par année. Donc, globalement, ce qu'on vous demande, c'est d'obtenir la moyenne générale sur l'année. Et cette moyenne générale sur l'année, elle s'obtient soit parce que vous avez obtenu vos 2 semestres, je ne sais pas, 12 au premier semestre, 13 au deuxième semestre, soit si vous avez obtenu 8 au premier semestre et 12 au deuxième semestre. D'accord ? Et au sein des semestres, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire toutes les notes se compensent entre elles. Les notes d'OTD viennent compenser les notes de CM et les notes de CM se compensent entre elles. D'accord ? Donc ça fait déjà un deuxième système d'aide à la réussite. Et le troisième système d'aide à la réussite, c'est que vous avez des secondes chances. Enfin, il y a ce qu'on appelle les examens de la seconde chance. C'est-à-dire si vous ne validez pas votre année, vous repartez, en fait, passez des examens sur les matières que vous n'avez pas obtenues et vous avez la possibilité par ailleurs de les choisir. D'accord ? Donc encore une fois, on voit souvent la fac comme quelque chose de très dur, avec effectivement des systèmes de notation qui sont un peu différents. C'est que tout à l'heure, on note beaucoup plus bas au lycée, au collège. Ça peut faire un petit peu bizarre, mais pour autant, toutes les universités sont équipées de dispositifs comme ça. En plus, vous voyez, du mentorat, du tutorat, etc. Et d'un point de vue administratif, c'est-à-dire vraiment modalité de fonctionnement des examens. Ce sont des dispositifs qui aident normalement les étudiants à réussir, pas à échouer. On l'a dit tout à l'heure, finalement, les études de droit ou de sciences politiques, ça peut servir à tenter des concours d'entrée pour se spécialiser dans des écoles par la suite. Mais est-ce qu'on peut être opérationnel à l'issue d'une licence de droit au bout de ces 3 ans d'études supérieures et entrer notamment directement sur le marché du travail, ou est-ce qu'automatiquement, on va s'engager sur des études longues qui vont être poussées sur 5 ans, 8 ans? Alors, l'insertion professionnelle n'est pas impossible à l'issue de la licence, mais elle est, je vais être honnête, peu probable. Parce que, alors déjà, pour pouvoir exercer les métiers, ce qu'on appelle nous les métiers réglementés, c'est-à-dire les métiers pour lesquels il y a des conditions d'accès dans une profession, notaire, huissier, enfin ex-huissier de justice aujourd'hui, commissaire de justice, magistrat, avocat, il faut passer soit un concours, l'École nationale de la magistrature c'est un concours, soit un examen professionnel qui est en réalité un concours pour l'école du barreau, etc. Et en fait, ces concours sont accessibles à niveau Bac+5. Donc, si vous n'avez pas votre master, vous ne pourrez pas tout simplement vous inscrire et passer ce concours. Alors, il y a beaucoup de concours de la fonction publique, y compris des concours ce qu'on appelle la catégorie A, c'est-à-dire les concours qui s'adressent à des futurs cadres de la fonction publique, qui sont théoriquement ouverts à niveau Bac+3, pas tous, mais il y en a certains. Et vous pouvez bien sûr passer les concours de la L3, mais vous serez en concurrence avec les personnes qui ont déjà passer un master, et passer un concours comme ça, ce n'est pas une bonne chose, et la plupart du temps, les personnes entrent dans l'institut de préparation à l'administration générale ou au concours général, ce qu'on appelle les ZIPAG ou les CEPAG, et en fait, en réalité, ils passent comme un master d'administration publique qui les prépare au concours, en fait, qui est une préparation au concours, donc ça va être extrêmement compliqué. Alors, nous avons 4 licences professionnelles à la faculté de droit des sciences politiques qui permettent de s'insérer directement après une licence. On a une licence professionnelle, par exemple, métier du notariat ou mandataire judiciaire. Donc, c'est les personnes qui s'occupent des personnes majeures, mais qui sont incapables. C'est-à-dire, elles ne peuvent pas se gérer toutes seules, donc parce qu'elles ont été condamnées ou qu'elles ont des difficultés, on va dire, en niveau de santé. Mais là, vous ne serez pas juge. Par exemple, si vous faites une telle licence métier du notariat, vous serez assistante dans un cabinet de notaire, vous ne serez pas notaire. Donc, pour faire le métier juridique, il faut malheureusement faire 5 ans de droit et souvent passer des examens, des concours, parfois avec une année de préparation. Et ensuite, vous entrez à l'école de formation. Par contre, une fois que vous êtes dans l'école de formation, soit vous êtes déjà stagiaire, par exemple, c'est le cas de l'École nationale de la magistrature, soit vous êtes en alternance, c'est le cas de l'Institut de formation des notaires, soit vous êtes stagiaire, et là, vous avez aussi une rémunération. Donc, quand vous entrez dans une école professionnelle, vous n'êtes pas plus étudiant, vous êtes vraiment dans l'apprentissage de ficelle du métier et vous êtes déjà un tout petit peu rémunéré. Mais pour certains métiers du droit, il faut compter 8 ans. Pour d'autres, 5, puisque vous pouvez très bien être employé dans un cabinet d'avocat, de juriste, en tant que juriste, pas en tant qu'avocat, dès votre master. Mais je préfère être franche, ce sont les études un peu longues. En sciences politiques, c'est un petit peu différent, peut-être. Un tout petit peu moins long, mais pas tant que ça. Ça, non, effectivement, on a 95% de nos étudiants qui poursuivent en master, donc
Ça veut dire qu'aujourd'hui, la norme, c'est vraiment Bac plus 5. Avec Bac plus 3, c'est compliqué d'entrer sur le marché du travail. C'est possible d'aller passer des concours. Hein. La L3 amène à toute une série de concours administratifs, école de journalisme, master Sciences Po, etc. Mais globalement, la formation n'est pas complète. Et puis, aujourd'hui, la licence fonctionne comme un étage préparatoire, d'un point de vue plutôt théorique, même s'il y a des exercices pratiques. Alors que le master est vraiment, la plupart des masters, maintenant, sont des masters professionnels. C'est-à-dire que vous avez encore une année de cours, qui fait par des profs de fac, et puis la deuxième année, généralement, c'est des intervenants professionnels, c'est 6 mois de stage, c'est la possibilité d'aller en alternance également. C'est-à-dire, en gros, vous avez une semaine de cours toutes les 3 semaines, et le reste du temps, vous êtes en entreprise, en cabinet, dans une rédaction, dans une ONG, etc. Et ça, c'est vraiment un grand progrès à l'université, parce que l'alternance, c'est un accélérateur à formation. Même les formations, d'ailleurs, qui sont proposées dès la première année, hein, qui sont des formations professionnalisantes, il ne faut pas hésiter à sauter dessus. On voit à quel point ces formations-là, quelle que soit l'année où elles sont dispensées, ce sont des années extrêmement bénéfiques. Être formé à un métier, ça peut commencer dès la première année de fac. Ce n'est pas le but de la licence de droit et de la licence de sciences politiques. Là, on ne parle que de ces formations-là. Toutes les formations sont valables. Encore une fois, il faut bien faire attention. Quand vous prenez des informations, on parlait tout à l'heure des formations privées, effectivement, il faut faire attention par rapport à l'enseignement privé. C'est souvent des boîtes, hein, des boîtes à prépa dont la première vocation est quand même d'engranger de l'argent, pas de former des étudiants. Mais encore une fois, voilà, questionnez-vous bien sur ce que vous avez envie de faire et sur les moyens de le faire. Commissaire, directeur de prison, conseiller de probation, directeur d'hôpitaux, avocat auprès d'un syndicat. Vous verrez qu'il y a vraiment toute une variété de métiers que vous pourrez exercer, auxquels vous ne pensez peut-être pas nécessairement. Si vous souhaitez en tout cas en savoir davantage sur ces formations, il existe donc bien évidemment le site de l'Université de Montpellier avec un premier accès déjà à ces informations. Il y a également une page LinkedIn, des réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à pousser davantage votre curiosité et à aller jeter un œil. Si vous souhaitez en savoir d'ailleurs davantage sur le diplôme, sur la vie de campus, je vous invite également à aller consulter le site de parcoursup.gouv.fr puisqu'il répertorie l'intégralité des formations et des établissements, puisqu'on a parlé aujourd'hui de l'Université de Montpellier, mais ce n'est pas la seule à proposer ce type de diplôme. Sachez que chaque année également, l'Université de Montpellier organise des journées portes ouvertes, mais aussi donc des phases d'immersion, on l'a évoqué tout à l'heure, ce qui vous permet notamment sur l'inscription d'assister à des cours et de découvrir le fonctionnement de l'université. Généralement, ces événements se déroulent en février-mars, donc soyez vigilants puisque les dates seront officiellement référencées en décembre sur Parcoursup. Si vous souhaitez revoir ces échanges, sachez que ce direct live qui est consacré donc aujourd'hui au thème des études de droit et de sciences politiques à l'Université de Montpellier sera accessible en ligne via la chaîne YouTube Compass. Merci à tous les 4 pour vos témoignages. Merci également aux personnes qui étaient présentes dans la salle et à celles qui ont osé poser des questions. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne et bon courage à toutes et à tous dans vos démarches d'orientation.